l'horreur venue des ombres. Nombreux sont ceux qui ont relaté des choses épouvantables sur les champs de bataille de la Grande Guerre sans jamais les publier. Certains de ces récits m'ont dégoûté. Certains m'ont donné une nausée épouvantable, tandis que d'autres m'ont fait frissonner d'effroi. Pourtant, je me crois capable de relater la plus horrible de toutes les horreurs, la plus bouleversante, la plus surnaturelle et la plus incroyable. En 1915, j'étais médecin et j'avais le grade de lieutenant d'un régiment canadien des Flandres. L'un des nombreux régiments américains a précédé l'entrée du gouvernement dans cette bataille gigantesque. Je ne m'étais pas engagé dans l'armée de ma propre initiative, mais à la suite de l'engagement d'un homme dont j'étais l'assistant inséparable, le célèbre chirurgien de Bolton, le Dr West. Il s'était montré désireux de servir comme chirurgien dans une grande guerre, et quand l'occasion s'était présentée, il m'avait entraîné avec lui presque contre mon gré. Pour de nombreuses raisons, j'aurais été content que la guerre nous séparât, raison qui m'avait fait trouver la compagnie de West et sa façon de pratiquer la médecine insupportable. Lorsqu'il partit pour Ottawa et obtint grâce à l'influence d'un confrère sa nomination de major, je ne pus résister à l'insistance d'un homme bien décidé à ce que je l'accompagne. Quand je dis que le Dr West était désireux de servir la guerre, je n'implique pas qu'il était particulièrement belliqueux ou soucieux de la sauvegarde de la civilisation. Il avait été, de tout temps, une machine intellectuelle aussi froide que la glace. Mince, blond, les yeux bleus et portant lunettes. Je pense qu'en secret, il méprisait mes élans d'enthousiasme martial. Il était venu chercher quelque chose dans les Flandres embrasées par la guerre. Pour l'obtenir, il avait dû se faire militaire. Ce qu'il cherchait en fait, c'était ni plus ni moins une abondante source d'hommes fraîchement tués et à tous les stades de l'amputation. West avait besoin de corps frais. La clientèle à la mode, qui avait si rapidement bâti sa renommée après son arrivée à Bolton, ignorait tout de ses travaux. Mais je ne les connaissais que trop bien, car j'étais son meilleur ami et son seul assistant depuis nos études. C'était à cette époque qu'il avait entrepris ces terribles expériences, d'abord sur des petits animaux, puis sur des corps humains. Il injectait une certaine solution dans les veines de ces cadavres qui, s'ils étaient suffisamment frais, réagissaient d'étranges manières. Il avait eu beaucoup de mal à découvrir la formule appropriée, car il s'était révélé que chaque type d'organisme nécessitait un stimulant spécialement adapté. La terreur s'emparait de lui quand il pensait à ses échecs partiels, aux monstres innommables nés de solutions imparfaites ou de corps insuffisamment frais. Un certain nombre des produits de ces échecs étaient vivants. L'un était dans un asile, tandis que les autres avaient disparu. Et en pensant à des éventualités virtuellement impossibles, mais concevables, il frissonnait souvent sous son apparente impassibilité. West avait bientôt découvert que la fraîcheur absolue était la première exigence. C'est pourquoi il avait eu recours à des expédients effrayants et contre nature pour voler des corps. À l'université, et pendant les premières années d'exercice de notre profession dans la ville industrielle de Bolton, j'éprouvais pour lui une sorte d'admiration et de fascination, mais au fur et à mesure que ses méthodes se faisaient plus audacieuses, je me mis à éprouver une terreur lancinante. Je n'aimais pas la manière dont il regardait les individus en bonne santé. Et puis, un événement cauchemardesque s'était produit dans le laboratoire de la cave, où j'avais appris que le spécimen qu'il avait réussi à se procurer avait été tué par lui. Ce fut la première fois qu'il réussit à faire renaître la pensée rationnelle dans un cadavre, et ce succès, dû à un acte répugnant, l'avait endurci. Je n'ose pas parler de ses méthodes dans les 5 années qui suivirent. Seule la peur me fit rester auprès de lui, et je vis des scènes
qu'il est humainement impossible de relater. Peu à peu, j'en vint à penser que West lui-même était plus horrible que tout ce qu'il faisait. J'eus un jour la révélation que ce qui avait été jadis une ardeur scientifique normale, employée à prolonger la vie, avait peu à peu dégénéré en une curiosité morbide et macabre, en une jouissance secrète devant les cadavres. Son intérêt devint un goût pervers et infernal pour tout ce qui était anormalement repoussant et malsain. Il se réjouissait calmement de monstruosités artificielles qui auraient fait mourir de peur et de dégoût la plupart des hommes sains d'esprit. Il devint derrière sa pâle façade d'intellectuel un Baudelaire dégénéré de l'expérimentation physique, un Héliogabale des tombes. Il prenait des risques sans broncher, commettait des meurtres imperturbablement. Je pense qu'il atteignit le summum quand il réussit à prouver que l'on pouvait recréer la vie douée de raison. Il avait cherché à conquérir de nouveaux domaines en se lançant dans des expériences de réanimation de parties du corps. Il avait des idées incroyables sur les propriétés d'indépendance des cellules organiques et des tissus nerveux séparés de leur système physiologique naturel. Il avait obtenu certains résultats préliminaires sous forme de tissus artificiellement nourris, obtenus à partir des œufs d'un reptile tropical indescriptible couvé presque à terme. Il était impatient de tirer au clair 2 problèmes biologiques. Le premier, était-il possible d'obtenir une certaine quantité de conscience ou d'action raisonnable sans le cerveau, en partant de la moelle épinière et des différents centres nerveux? La deuxième, n'existait-il pas un lien intangible distinct des cellules reliant entre elles les parties séparées par la chirurgie de ce qui était auparavant un seul organisme vivant? Toutes ces recherches exigeaient une quantité prodigieuse de chair humaine fraîchement tuée. Et voilà pourquoi West s'était engagé dans la Grande Guerre. L'événement fantastique se produisit à minuit, au mois de mars 1915, dans un hôpital militaire derrière les lignes, à Saint-Éloi. Je me demande encore si cela n'a pas été autre chose qu'un rêve démoniaque de délirium. West avait un laboratoire privé dans une pièce de l'édifice provisoire qui ressemblait à une grange. Pour l'obtenir, il avait prétendu qu'il cherchait de nouvelles méthodes pour le traitement des cas de mutilation jusque-là sans espoir. Là, il travaillait comme un boucher au milieu de ces matériaux ensanglantés. Je ne pouvais pas m'habituer à la légèreté avec laquelle il manipulait et classait certains objets. En diverses occasions, il accomplit réellement des prodiges de chirurgie pour les soldats, mais son plaisir principal était d'une espèce beaucoup moins publique et philanthropique. On entendait souvent des bruits dans ce laboratoire, et fréquemment des coups de revolver, ce qui n'était pas, bien sûr, anormal sur un champ de bataille, mais pour le moins inhabituel dans un hôpital. Les spécimens réanimés du Dr. West n'étaient pas destinés à une longue existence, ni à un large public. En plus du tissu humain, West utilisait une grande quantité de tissus de reptiles embryonnaires. C'était mieux que le tissu humain pour maintenir la vie dans des fragments sans organes, et c'était à présent devenu l'activité principale de mon ami. Dans un coin sombre du laboratoire, dans un curieux incubateur, il conservait une grande quantité de cette matière cellulaire de reptiles. Cette nuit-là, nous eûmes un splendide spécimen, un homme à la fois physiquement vigoureux et d'une intelligence si grande qu'il possédait certainement un système nerveux fort sensible. Ironie du sort, c'était l'officier qui avait aidé West à obtenir sa nomination et qui allait devenir notre partenaire. De plus, il avait jadis secrètement étudié la théorie de la réanimation avec West. Le major Eric Morland Chapham Lee, DSO, était le plus grand chirurgien de notre division. Il avait été assigné au secteur Saint-Éloi quand les nouvelles du violent combat étaient parvenues au quartier général. Il était venu dans un avion piloté par l'intrépide Ronald Hill et avait été abattu juste au-dessus de son point de destination. La chute avait été terrible et spectaculaire. Il en était méconnaissable. La catastrophe
nous rendit le grand chirurgien pratiquement décapité. Mais le reste du corps était intact. West s'était avidement emparé de la chose sans vie qui avait été jadis son ami et son compagnon d'études. Je frissonnai quand il eut fini de séparer la tête du corps et qu'il l'eut placé dans le récipient diabolique des tissus reptiliens pour le conserver en vue d'expériences futures. Je frémis quand il se prépara à traiter le corps décapité sur la table d'opération. Il lui injecta du sang frais, ligatura des veines et des nerfs à l'endroit du cou dépourvu de tête et recouvrit la hideuse ouverture avec une greffe de peau prélevée sur un spécimen non identifié qui avait porté un uniforme d'officier. Je savais ce qu'il voulait. Voir si ce corps hautement organisé pouvait sans sa tête montrer quelques signes de l'activité mentale qui avait distingué Eric Moreland. Autrefois chercheur en réanimation, ce tronc silencieux était à présent appelé, de façon macabre, à servir de cobaye. Je revois encore West sous la sinistre lumière électrique en train d'injecter sa solution dans le bras du corps décapité. Je ne peux décrire la scène. Je défaillerais si j'essayais. Car c'est la folie qui régnait dans cette pièce. Fragments de chair, peau de sang, débris humains jusqu'à hauteur de cheville sur le sol gluant, avec des éléments de reptiles bourgeonnants, faisant des bulles, mijotant sur le spectre bleuâtre et tremblotant d'une faible flamme dans un coin rempli d'ombre. Le spécimen, observa West, était doté d'un splendide système nerveux. Il en attendait beaucoup. Lorsque quelques mouvements spasmodiques commencèrent à apparaître, je vis l'intérêt fiévreux de West sur son visage. Il était prêt, je crois, à avoir la preuve de sa conviction, à savoir que la conscience, la raison, la personnalité peuvent exister indépendamment du cerveau, que l'homme ne possède pas de centre connecteur et qu'il n'est qu'une mécanique de matière nerveuse, chaque action formant une entité plus ou moins grande. Par cette triomphale démonstration, West allait régler le mystère de la vie dans la catégorie des mythes. Le corps s'agitait de plus en plus sous nos yeux avides. Il commença à se soulever d'une manière effrayante. Les bras remuèrent dans tous les sens, les jambes en firent autant et plusieurs muscles se contractèrent. Puis la chose sans tête lança ses bras dans un mouvement qui était sans aucun doute celui du désespoir. Un désespoir intelligent, apparemment suffisant pour prouver toutes les théories de West. Les nerfs se remémoraient les derniers actes de l'existence de cet homme, la lutte pour s'échapper de l'avion qui tombait. Ce qui suivit, je ne le saurais jamais avec certitude. Il se peut que cela ait été une hallucination causée au même instant par la destruction soudaine et totale du bâtiment sous un obus allemand. Qui peut l'affirmer? Puisque West et moi-même avons été les seuls survivants connus. West préférait cette version avant sa récente disparition. Mais il y avait des moments où il ne pouvait le croire. Car il était étrange que nous eussions eu tous deux la même hallucination. L'événement lui-même fut très simple. Seules les implications en font une chose remarquable. Le corps sur la table s'était relevé en tâtonnant d'une façon aveugle et terrifiante, et nous entendîmes un son. Je n'appellerai pas ce son une voix, car c'était trop horrible. Et pourtant, son timbre n'était pas ce qu'il y avait de plus atroce, pas plus que son message. Elle avait simplement hurlé « Saute, Ronald! Pour l'amour de Dieu, saute !» Mais ce son provenait du grand récipient couvert dans ce coin ignoble et grouillant d'ombre noire.